entre l'exploitation économique et le fait de ne pas parler la langue dominante de la société. Des sociologues qui ont travaillé sur la condition féminine dans beaucoup de grandes villes ont montré par exemple que très souvent les femmes étaient extrêmement isolées dans les communautés d'immigrés parce qu'elles n'avaient pas accès à la langue dominante et cette aliénation était double parce que non seulement elles se trouvaient aliénées vis-à-vis de la société qui était autour, mais avec la socialisation des enfants qui allaient à l'école, qui apprenaient la langue du pays, ça créait une sorte de distance, d'écart entre ces femmes et leurs enfants. Donc il y a une sorte de double aliénation qui est extrêmement problématique pour ces femmes-là. Donc en fait, on peut dire qu'il y a des raisons très importantes, très directes, qu'on peut montrer pour inciter les gens à devenir ce que j'appellerais des traducteurs autonomes. Disons, quand je parle de la traduction autonome et la traduction hétronome, je veux dire, devenir traducteur autonome, c'est que c'est vous-même qui faites la traduction. Hein. Vous ne faites pas appel. C'est quand vous entendez des gens qui parlent, si vous avez affaire avec des représentants des services publics, vous entendez les gens et vous traduisez ça dans votre langue et puis après vous répondez dans la langue dominante, etc. Mais vous n'êtes pas dépendant de quelqu'un d'autre. Donc on peut dire que ce passage, donc traduction autonome et puis l'intégration linguistique, qu'il y a de très bonnes raisons pour cela. Mais d'un autre côté, et ça c'est l'autre facette de la question, c'est l'autre élaboration de la traduction, et c'est ce que j'appellerais l'accommodation traductionnelle, c'est l'idée qu'il n'y a pas de lien direct entre valeur et circulation. C'est-à-dire que on pense des fois que ce qui est très important, ce qui est surtout important, c'est de pouvoir communiquer avec le plus grand nombre de gens possible. C'est que plus il y a de circulation d'idées, de contacts, etc., mieux c'est. Mais en fait, dans beaucoup de cas, pour les gens, c'est très important d'affirmer une sorte de radicalité locale, d'affirmer l'importance d'une différence, d'une spécificité, d'une origine, même si les origines sont plurielles. Donc, si on regarde des études qui ont été faites en Europe, l'un des secteurs qui est en croissance continue, hein, est très souvent dans les populations qui arrivent pour travailler dans les grandes villes, c'est l'importance de la religion. Et ce qui est important pour nous, c'est le lien entre la religion et la langue. Parce que très souvent, ces services religieux, ces pratiques religieuses sont proposées dans des langues autres que les langues dominantes de la société. Donc ça c'est un petit exemple, mais en fait, si on regarde cette croissance-là, si on pense qu'avec les nouvelles technologies, c'est plus facile de garder, d'avoir des contacts avec les communautés des pays d'origine, donc vous avez ces communications et ces communautés transnationales. Quand vous avez une plus grande, mais il ne faut pas exagérer le phénomène, hein, parce que tout ça c'est une question d'argent, mais la plus grande importance, la plus grande facilité de la mobilité. Donc vous avez une situation où en fait, grâce à la mobilité, grâce à la technologie, grâce à la présence, dans certains cas de présence religieuse, une plus grande comment dirais-je, prise de conscience du fait de vivre en traduction, de vivre comme disait Salman Rushdie, comme un être traduit. Si je peux prendre un exemple très concret,
à la fin du 19e siècle, et jusque dans les années 50 chez nous en Irlande, parce qu'on a une très forte émigration de la ville ici de Montréal, témoin de l'importance de cette émigration. Les gens, la veille du départ de l'émigré, de celui qui allait partir, on avait ce qu'on appelait la veillée américaine, the American Wake. Hein. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils sortaient leur mère pochine, c'est une espèce d'alcool fait maison, et puis les instruments de musique, et puis ils jouaient de la musique toute la nuit. Ils ne buvaient pas d'eau, hein, ils buvaient pas mal d'alcool. Hein, et puis, donc, le matin, tout le monde accompagnait la personne à la gare ou au port. Et on a fait ça la veillée funèbre américaine, parce que wake, c'est une veille funèbre, c'est qu'on n'allait plus jamais revoir ces gens-là. Quand les parents étaient sur le quai, ils voyaient partir le fils ou la fille, c'était, dans la plupart des cas, la dernière fois qu'ils allaient jamais voir cette personne. Donc, en fait, après, quand ils allaient ici, là-bas, en Amérique du Nord, disons, ils commençaient, pour ceux qui parlaient gaélique, commençaient à parler anglais, etc. Mais ils n'avaient pas, disons, la même intensité de contact avec le pays d'origine. C'est-à-dire que toutes ces possibilités existent actuellement. Si on, par exemple, on regarde, je pense à l'importance des services de satellite pour la communauté turque en Allemagne, pour la communauté chinoise à Vancouver, tout ça, c'est grâce à cette présence transnationale des communications, mais aussi, quelque part, de la mobilité également. Donc, vous avez plus l'impression, dans ce cas-là, de vivre, disons, en traduction. Et c'est ici où je voudrais évoquer la question de la technologie. Parce que, très souvent, ce qui est un petit peu malheureux quand on pense traduction, quand on parle traduction, on dit qu'il y a un côté, il y a translation theory, la traductologie, où on énonce de grandes idées sur la traduction, et malheureusement, il faut écrire des dissertations sur ces choses-là. Et il y a la technologie d'un autre côté qui est vachement pratique, c'est une question de, bon, comme on l'a fait ce soir, on tricote des boutons, et puis à un moment ça marche, ou en tout cas on l'espère. Mais je pense que ce qui est un peu malheureux, c'est qu'on ne pense pas plus souvent à une utilisation de la technologie qui soit en fonction des besoins des besoins sociaux d'une population multilingue, de la ville comme zone de traduction. Donc, qu'est-ce que j'entends par ça? David Edgerton, qui est un historien anglais, a écrit un livre, The Shock of the Old, Technology and Global History since 1900. Alors, la thèse de Edgerton, c'est que très souvent, quand on parle de la technologie, on parle de l'innovation, les nouveaux gadgets qui sortent des États-Unis, du Japon, etc. Mais il dit que très rarement, on pense la technologie ou l'histoire de la technologie du point de vue de l'utilisateur, hein, de celui quels sont les besoins sociaux auxquels correspond la technologie. Et il démontre, par exemple, qu'il y avait plus de machines à vapeur dans les années 1950 que dans les années 1850. Que, par exemple, le cheval et la technologie autour du cheval. Hitler, par exemple, quand il a préparé l'invasion de la Russie en 1941, il y avait plus de chevaux, que Napoléon. Quand il a préparé l'invasion de la Russie. Il y a eu beaucoup plus de chevaux tués dans la Deuxième Guerre mondiale que pendant toutes les autres batailles ou guerres mises ensemble. Donc en fait, ce que dit Edgerton, c'est qu'il faut réfléchir à comment la plupart des êtres humains sur la planète vivent la technologie.
Et ils vivent la technologie en bricolant de petites choses dans de petits ateliers, en réparant des choses qui sont là, qui ont des voitures qui roulent depuis 30 ans, qui fonctionnent encore très très bien. Et si on garde en tête cette histoire de la technologie vue du point de vue de l'utilisateur, et si on prend cette idée de Weconomics, donc, qui était proposée par Tapscott et Williams. Alors cette idée-là, c'est que, bon, il parle de Wikipédia, et je sais que si vous êtes comme les étudiants à Dublin, chaque fois que je donne une dissertation, j'entre le mot-clé, et puis je lis les articles Wikipédia parce que je sais que je vais avoir... parce qu'à un moment, je me suis demandé, j'avais posé une question, c'était sur... l'idée de l'État-nation. Et je me suis demandé pourquoi j'avais 120 dissertations qui me parlaient de l'Islande. Mais pourquoi l'Islande? C'était tout le monde parlait de l'Islande. Alors bon, j'entre nation state en Wikipédia et c'était Iceland is a very nice example of the nation state. Et bon, là j'ai... Mais en fait, l'idée de Tapscott et Williams, c'est en fait l'idée d'une collaboration de masse, que ce qui est possible ou ce qui est permis par des technologies modernes et par les réseaux sociaux, le social networking avec l'informatique, c'est la possibilité d'avoir la contribution ou la collaboration de beaucoup de personnes pour faire quelque chose. Donc, donc, si vous avez la technologie vue pour l'utilisateur, la Weconomics, l'idée de la collaboration de masse, et puis la montée de ce qu'on appelle l'informatique sans fil, wireless computing, et un projet qui est en train de... J'ai des collègues à Dublin qui travaillent là-dessus. C'est tout le monde, presque maintenant, a un téléphone portable. Je me souviens au début, on avait des téléphones portables comme ça, c'était comme des talkie-walkies, pour des soldats, et puis c'était vraiment... Et justement, on les interdisait dans les pubs à Dublin, pas parce que ça gênait d'entendre les gens qui parlaient, mais malheureusement, en fin de soirée, les gens lançaient des énormes téléphones portables. Donc maintenant, on a les petits machins comme dans Star Trek, tu sais, Beam Up, Scotty, c'est les... mais en fait, le téléphone portable devient un peu comme le bracelet-montre. C'est quelque chose comme une montre qu'on peut... Mais en fait, pour les populations multilingues qui donc habitent une ville et qui ont besoin, disons, de naviguer cette ville dans leur langue, non seulement dans la langue dominante de la ville, la possibilité du téléphone portable, c'est de fournir des informations avec, disons, on a fait un essai avec on a des bornes autour de l'université, et donc quand vous arrivez dans un bâtiment, vous voulez savoir où est l'administration pour, disons, le département d'études françaises, ou il y a un code pour votre langue, et puis c'est le borne qui communique dans votre langue les informations nécessaires. Donc, et on est en train d'élaborer le système pour qu'il y ait des informations plus complexes, non seulement dans l'université, mais, disons, à l'intérieur de la ville. Donc, en fait, l'idée de l'informatique sans fil, ce que j'appellerais la wiki-traduction, c'est-à-dire la traduction avec des collaborateurs sur des textes, parce que les demandes de traduction sont énormes dans des villes qui sont multilingues. Donc, utiliser les ressources linguistiques qui sont là dans la ville, dans un projet de wiki-traduction, avec évidemment le rôle des traducteurs professionnels, c'est de contrôler la qualité de ces travaux-là, mais également, disons, ce que j'ai évoqué là au début, avec l'histoire de la technologie vue par l'utilisateur, c'est comment utiliser la technologie pour favoriser donc un vécu
de la ville, qui serait un vécu multilingue de la ville et un vécu traditionnel. Et pourquoi la traduction est importante? Parce qu'en fait, la traduction suggère à la fois deux choses. La traduction suggère la communication avec les autres, hein, donc pas de s'enfermer dans une sorte de ghetto linguistique, mais en même temps, et c'est pour ça que la traduction a tellement contribué à l'essor, à l'épanouissement de diverses littératures nationales, c'est la traduction qui a permis l'élaboration et la complexification et l'enrichissement des langues. Et c'est dans ce contexte-là que je trouve qu'il y a une notion absolument capitale d'un historien français, un classiciste qui s'appelle Rémi Brague. Et c'est un livre qui s'appelle La Voix romaine. Et dans ce livre, Brague dit la chose suivante. Il dit, qu'est-ce qui caractérise l'essor de la civilisation romaine? Pourquoi les Romains, ça a pris cet essor, ce développement? Et il a dit, c'est une civilisation de la secondarité. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire, la civilisation de secondarité? C'est-à-dire que ce qu'ont fait les Romains, c'est qu'ils ont traduit massivement des Grecs. Hein? Il ne s'agit pas des complexes vis-à-vis des Grecs, sinon les Grecs, ils sont absolument géniaux, super mathématiciens, très bons scientifiques, ils écrivent de très belles pièces. Donc, pourquoi essayer de faire mieux que les Grecs? On va traduire les Grecs. Et donc, la traduction massive des textes grecs a contribué à l'épanouissement de la civilisation romaine. Si on regarde la ville de Londres à la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, si on regarde la ville de Paris, fin du XVIIe siècle, si on regarde les grandes villes allemandes au XIXe siècle, c'était en fait des civilisations de secondarité. C'était surtout la traduction massive des textes venant d'autres pays, que ce soit des textes anciens ou des textes venant d'Espagne, venant de France. C'est ça qui a contribué à l'épanouissement de ces villes sur le plan commercial, sur le plan culturel et quelque part sur le plan civilisationnel, même si je n'aime pas trop cet adjectif-là. François Julien, un autre penseur français dont je parlais plus longuement demain soir, mais il a dit que, en fait, l'avantage de la traduction, c'est comme un voyage. C'est qu'on se rend compte de qui on est, des choses qui nous différencient des autres, quand on va à l'étranger, quand on part. Moi, quand j'étais petit, j'habitais dans un grand lotissement à Dublin, j'habitais le numéro 87, et donc je pensais que tous les gens qui habitaient au-delà de 110, c'était des barbares. C'était un peuple, une tribu inconnue, et puis on se battait avec des pierres et des... Et puis après, donc, quand je suis allé voir mes cousins à la campagne, dans le sud-ouest du pays, tout d'un coup, je me suis découvert dublinois. Hein, parce qu'en fait, la rencontre avec ses cousins, qui se moquaient de mes manières de dublinois, j'ai découvert que bon, il y avait d'être dublinois. Après, quand je suis allé aux Pays-Bas pour travailler dans les usines, pour gagner les frais d'inscription à l'université, tout d'un coup, j'ai compris qu'il y avait cette chose. J'étais irlandais. En tant qu'irlandais, j'étais un peu différent d'autres gens qui étaient là. Donc, en fait, François Julien, il a dit philosopher, c'est-à-dire penser le monde, penser soi-même, c'est traduire. Parce que quand on traduit, il y a de la distance. Hein, il y a la distance vis-à-vis de son vécu. Comme les Romains, ils ont cerné les contours de leur civilisation à travers cette traduction de la pensée grecque, et puis ils ont développé leur propre pensée. Je dirais finalement deux choses. C'est quand on parle des villes, et très souvent, on parle en anglais, on parle de city building. C'est construire la ville. Mais je préfère infiniment le terme qui est employé par Charles Landry, un urbaniste qui a pensé sur la ville. Il a dit il faut penser plutôt en termes de city making. Hein, c'est comment faire la ville. Et l'une des choses, disons,
les plus importantes pour faire cette ville, et je voudrais conclure là-dessus, c'est qu'il faut éviter ce qu'elle appelle les blind spots, hein, les angles morts des cultures. Elle dit, we need to think differently in a more rounded way. In order to see the connections between things, we need to perceive the city as a more comprehensive sensory experience, so understanding its effects on individuals. We need to feel the city as an emotional experience. We need to understand cities culturally. Cultural literacy is a skill that will better help us to understand the dynamic of cities. And we need to recognize the artistic in all of us, which can lead us to a different level of experience. Donc, si on pense à toutes ces choses-là, de penser, de percevoir, de sentir, de comprendre et de reconnaître la dimension artistique, toutes ces fonctions-là impliquent un travail de traduction dans une ville multilingue. C'est grâce à la traduction, c'est grâce à la pratique de la traduction qu'il y a à la fois la possibilité de communication, mais aussi la protection, ou je dirais l'épanouissement des différences. Et la possibilité, disons, de vivre la ville de ces manières différentes et d'éviter les angles morts dont il parle. Parce que si le pauvre diable de Joyce ne pouvait pas faire construire des ponts, je pense que si nous, on ne sait pas de faire nos villes d'une manière un peu différente, l'avenir risque d'être plutôt diabolique pour nous tous. Merci.